L'idée qui, fondamentalement, qui va peut-être être au centre de cet entretien, c'est effectivement qu'est-ce qui est déterminé génétiquement, quel est le rôle de l'expérience et comment, finalement, effectivement, par quel mécanisme l'expérience va modifier en particulier le cerveau, parce qu'on va quand même essentiellement se focaliser là-dessus. Et c'est justement par ces mécanismes de plasticité qui font que les connexions entre les neurones sont en permanence remaniées, ce qui est quand même différent, ou peut-être semblable, et peut-être Alain, là tu pourrais nous éclairer, avec les mécanismes de mise en place du système nerveux, où là aussi il y a évidemment une grande plasticité, les neurones migrent, font des connexions, les défont. Donc en fait, peut-être, on a là deux aspects de la dynamique du système nerveux. Le premier aspect étant celui du développement, la mise en place, et le deuxième aspect, celui qu'on aime bien appeler avec François du devenir, c'est-à-dire de comment on est modifié quand même en permanence, jusqu'à poser la question que tu posais à François dans cet entretien il y a quelques années, mais en même temps, on reste les mêmes. Ça ne commence jamais et ça s'arrête un jour, quoi, en gros. Mais je vois pas tellement de distinction absolument draconienne à faire entre développement et devenir. Je suis assez convaincu que les mécanismes du développement, si on veut parler de mécanisme, c'est toujours un peu difficile, mais que cet équilibre qui est en faveur de la croissance d'une certaine façon et de la morphogénèse au cours du développement, et qui est visible parce qu'évidemment on voit la chose gonfler, quoi. Se poursuivent de façon subreptice dans la vie adulte. Je ne crois pas à l'arrêt du développement. Alors évidemment, c'est difficile parce que ça ne se voit pas, évidemment, mais bon, tout ce qui se voit n'est pas vrai. Il y a des choses qu'on ne voit pas et qui sont justes quand même. Et la physiologie, c'est justement, pour moi, cet équilibre au cours du développement entre quelque chose qui pousse et quelque chose qui se détruit. Et qui se détruit à la même vitesse qu'elle pousse, c'est-à-dire que le développement est compensé par une perte. Mais en même temps, ça permet une certaine forme de modification, c'est-à-dire qu'il y a du changement, pas uniquement au niveau des synapses, pas uniquement partout, hein. C'est-à-dire que bon, le génome se fatigue, se modifie, les cellules se fatiguent, se modifient, parfois elles sont remplacées, même pas mal, hein. Et puis, évidemment, les synapses aussi. Et ça fait appel à des processus qui sont déjà, sont pas les mêmes, mais sont des processus qui sont des processus développementaux, en l'occurrence, ou des processus de réparation, quand il s'agit d'ADN ou des membranes. Mais leur fonction physiologique, c'est quand même l'adaptation. C'est-à-dire ça veut dire que l'adaptation au milieu, qui dans nos espèces est très fortement à la charge de l'individu, donc on y viendra peut-être un petit peu si on parle de la culture, eh bien, repose sur ces processus, pour une part importante, sur ces processus qui sont des processus, entre guillemets, développementaux, je dirais de plasticité en tout cas, un truc comme ça. Ouais. Bon, c'est un peu flou, mais bon, Non, mais enfin, c'est intéressant de voir que tu opposes beaucoup moins peut-être que nous le faisons, développement et devenir. Dans notre idée, le développement, c'est quelque chose qui est relativement programmé, qui émane d'un programme génétiquement déterminé, et le devenir est quelque chose qui est plus dans la contingence, dans l'imprévu, même si peut-être les mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans les deux processus sont semblables. On est un peu prisonnier, je pense, d'une culture structuraliste. Les grands coups comme structure-fonction, comme Jacob de Lafont, Rocher Beaubois, j'en sais rien. En fait, même les structures sont des choses extraordinairement labiles. Donc, je pense qu'il faut passer à une étape peut-être dans la biologie où on arrête d'opposer structure et fonction, pensant que les changements de structure sont déjà des changements fonctionnels. Et je vois bien l'idée, quoi. C'est génétique, donc il y a un programme. Évidemment, d'un œuf de singe sort un singe, quoi. Donc on sait bien ce qui va sortir, on sait bien ce qui va se développer. Il y a une sorte de destin de programmation au niveau de l'espèce.
Mais il y a des accidents tout le temps. Et ce qui nous intéresse, c'est quand même les individus. C'est-à-dire que, bon, on sait bien qu'on est des hommes. Je veux dire, sinon on ne serait pas là. Donc, on sait bien qu'on n'est pas des singes. Bon, ça, c'est clair. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui est de spécifique à l'humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'individuation humaine. Et ça commence à la naissance. Ça commence peut-être même avant la naissance. Peut-être que c'est déjà épigénétique, peut-être qu'il y a déjà quelque chose dans l'œuf maternel qui va aller modifier la chromatine. Donc, je pense qu'il faut... Ouais, la vie continue. Hein. Elle ne débute pas, elle continue. Oui, ça veut dire qu'on est, dans une certaine mesure, déterminé pour recevoir l'incidence de la contingence, l'incidence de l'événement. C'est-à-dire que toutes les espèces, puisqu'elles sont là, se sont adaptées. C'est-à-dire que plus ou moins bien. Oui. Hein. C'est-à-dire que ce que j'aime pas dans l'histoire du devenir, c'est qu'il y a quelque chose comme l'idée d'un destin. J'aime pas du tout ça, l'idée d'un destin. Bien que bon, il y a un destin, hein, évidemment, mais avant ce moment final où la vie se transforme en destin, c'est-à-dire qu'on peut se retourner et faire l'histoire. À ce moment-là, encore faut-il la connaître. Avant, il y a une part d'indéterminé qui est extrêmement grande. Oui, donc c'est très important parce que ça veut dire qu'il faudrait trouver un autre mot que devenir. Hein, parce que puisque là, on est en train de travailler ensemble. Nous, on a mis devenir avec l'idée que le sujet était l'auteur et l'acteur de son propre devenir. Il se débrouillait aussi avec la contingence qui lui tombe dessus, la bonne ou la mauvaise, et qu'au fond, dans l'idée de devenir, il y a l'idée d'imprévisibilité du devenir, c'est-à-dire de quelque chose qui bouge tout le temps, qui change, plutôt que l'idée d'un destin. C'est un peu l'opposé du destin. Je pense qu'on est d'accord sur le fond, mais la question du sujet est aussi une question importante, bien entendu. Ce qui veut dire que finalement, ce qui a priori est perçu, même vu qu'on s'intéresse aussi aux impacts, enfin aux questions de société, enfin comment la science ou le psychisme, la psychanalyse est perçue par la société. Donc ça veut dire que finalement, ce qui est perçu par la société comme étant extrêmement déterministe, c'est-à-dire voilà, on a un programme génétique qui va produire tel et tel individu, eh bien même cette partie, je ne parle même pas de la plasticité qui viendrait après, qui ferait que chacun évolue selon son expérience, et qui donne donc une grande liberté. Mais déjà même au niveau de ce qui est vu comme étant le plus déterministe imaginable, c'est-à-dire le génome, là-dedans, il y a beaucoup de liberté, alors, même là-dedans. Il y a déterminisme d'espèce déjà, ça c'est clair. Bien sûr, on appartient à l'espèce Homo sapiens. Donc ça, c'est un déterminisme qui est très fort. Il y a aussi une autre forme de déterminisme. Bon, je sais pas, je disais tout à l'heure la forme du visage, puis peut-être des choses au niveau des neurones aussi, pourquoi pas, j'ai rien contre. Mais il ne faut pas en faire un texte sacré, c'est tout. Parce que c'est à ça qu'on mène quand on dit ça. C'est-à-dire pourquoi les gens sont contre les OGM. Parce qu'ils s'imaginent que le génome, c'est un texte sacré. C'est pas un texte sacré, c'est un truc qui est catastrophique, le génome. Si vous regardez un petit peu à quel point ça se modifie, ça se bouge, ça se casse, ça se répare, c'est un texte vivant. Voilà. Ouais. Donc pas sacré. On pourrait dire qu'il y a une sorte de malentendu dans la façon dont les gens interprètent cette question-là du déterminisme génétique. Parce qu'au fond, la question des gens autour du déterminisme génétique, souvent, en particulier aussi des psychanalystes, des psychiatres, c'est ce qui se répète. C'est-à-dire de voir la génétique du côté de la production du même. Alors que les façons dont tu pointes certaines questions vont à l'inverse sur la production de la différence. Mais il faut partir d'un point de vue évolutif, si tu veux. C'est-à-dire que la question, c'est la question de l'adaptation. La question, c'est de savoir pourquoi on est là, pour combien de temps, et je ne dis pas nous, je veux dire l'espèce à ce niveau-là. Donc la sélection naturelle, elle se produit au niveau des individus, hein, et elle se produit au niveau des espèces aussi. Guerre entre espèces, ça existe. Hein. On nous enquiquine avec la biodiversité aujourd'hui, on voit bien que c'est la guerre entre espèces. Donc on ne va pas marquer des buts contre notre camp, hein. On va essayer en tout cas. Bon. Donc la question, c'est vraiment la question de l'adaptation. Et la question de l'adaptation, c'est qu'il y a plusieurs stratégies pour l'adaptation. Il y a une stratégie qui est la stratégie clonale. C'est-à-dire que je me mets seul et j'en fais 1000, ou je me mets à deux et j'en fais 150.
en un temps très court, et là-dessus, évidemment, je peux sélectionner des clones qui sont plus adaptés. Je monte la température, tout le monde meurt, sauf 3, parce qu'ils sont capables de résister à des températures élevées pour des raisons biologiques, génétiques, et puis ils vont envahir le biotope laissé libre par la mort des autres, la nourriture étant limitée. Donc et quand on passe dans des espèces différentes, je ne dis pas que c'est mieux, mais différentes, en particulier chez les vertébrés, on se rend compte que les taux de reproduction sont beaucoup plus faibles, bien entendu. Nous, on se met à 2, on en fait 2,2, et ça nous prend une quarantaine d'années. Alors, la sélection naturelle, avec ça, ça me fait rire. Évidemment que ça ne peut pas marcher. Donc, au fur et à mesure qu'on prend des stratégies de ce genre, ce sont des stratégies où il y a une très grande indétermination au niveau de l'individu, et que l'individu s'adapte. C'est-à-dire que c'est l'individu qui a la charge de l'adaptation passe de l'espèce à l'individu. Et donc, on s'adapte par individuation. Cette individuation, elle permet de s'adapter au milieu qui change. Mais pour qu'on puisse avoir cette grande force d'individuation, c'est là qu'est l'indéterminisme d'une certaine façon, il faut évidemment des stratégies de développement génétique qui ouvrent à cette possibilité. Parce que si on n'était pas génétiquement des sapiens, eh bien, nous n'aurions pas cette force d'individuation qui marque l'espèce sapiens. Donc, on ne peut pas séparer les deux de façon aussi brutale. Ce que j'ai voulu simplement dire au début pour remettre les choses un tout petit peu à plat, c'est que la structure n'est jamais aussi structure qu'elle le croit. La structure est beaucoup plus cubiste qu'on ne pourrait l'imaginer.